De nous rejoindre dans Soir d'Info. Notre invité, Mamadou Lamine Faye, expert en finance internationale. Mamadou Lamine Faye, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Jean-Paul. Vous êtes auteur de l'ouvrage Sénégal et souveraineté monétaire, enjeux stratégiques à l'ère du multipolaire. Comment certaines certitudes économiques sont en train d'être menacées ? En fait, il faut savoir que le moment est décisif présentement. Nous sommes dans un monde où la géopolitique se recompose fortement. En même temps aussi, il y a de nouvelles influences qu'on constate avec l'Asie du Sud-Est, les BRICS, on a d'autres organisations internationales qui se dessinent. Et aussi, il y a la CEDEAO qui encore active son ambition d'avoir sa monnaie unique qui est l'éco. Donc, présentement, le Sénégal se trouve dans un tournant dans la mesure où le Sénégal aussi est un pays qui a proclamé ses ambitions souverainistes. Donc, dans ces situations comme ça, il faudrait qu'on s'attaque au cœur du problème, c'est-à-dire qu'aller aux fondements économiques, c'est-à-dire les agrégats économiques qui préparent à une éventuelle monnaie unique, soit pour le CEDEAO, ou bien pour l'Afrique, ou même pour le Sénégal. L'éco, qui est déjà positionné pour 2027, est-ce que vous pensez que c'est un délai réaliste ? À mon avis, c'est une question extrêmement sérieuse qu'il faudrait prendre avec diligence et avec délicatesse aussi. Donc, si on attaque la question de la monnaie sans pour autant être prêt sur les préalables, ça peut créer des précédents, un précédent qui serait difficilement jouable. Pourquoi ? Parce que la première question, c'est aller sur les critères de convergence dont parle la CEDEAO avant de se lancer à l'éco. Donc, présentement, nous parlons de 2027, mais le calendrier est extrêmement serré. À mon avis, il faudrait régler la question des fondamentaux. Premièrement, la question de l'endettement africain, beaucoup de pays africains sont endettés. Et le pire, c'est que l'endettement est majoritairement des eurobonds, c'est-à-dire des dettes extérieures libellées en devises étrangères dont nous n'avons pas forcément le contrôle. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point serait la question de l'orthodoxie budgétaire. La plupart des pays africains n'ont pas forcément une orthodoxie ou bien une discipline budgétaire qui permet de pouvoir faire face à un certain à des couacs ou des turbulences géopolitiques externes. L'autre point auquel il faudra faire ça, c'est l'industrialisation de l'Afrique aussi. C'est que si nous lançons dans une question monétaire sans pourtant régler la question de la balance des paiements, c'est perdu d'avance. La balance des paiements, c'est-à-dire que si on ne parvient pas à maîtriser notre balance des paiements, on ne va pas maîtriser notre panier de devises qui va être nécessaire pour qu'on puisse l'utiliser pour faire face à nos besoins en importation, sachant que nous sommes dans des économies qui sont fortement, qui n'exploitent pas fortement leur potentiel. Nous avons un modèle économique africain qui a longtemps montré ses limites. C'est-à-dire quoi ? Nous avons des matières premières abondantes que nous exportons pour importer des produits finis. Si vous regardez le cas du Sénégal, sa balance commerciale est à plus de 60% ou 70% déficitaire. Ça voudra dire que le Sénégal doit faire face à des importations pour pallier à ses besoins. Donc, une situation comme ça, on ne peut pas avoir assez de devises pour faire face à nos besoins. Et l'autre chose aussi, une réserve d'or extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que ça crée une question de confiance par rapport aux besoins. Ce qu'il faut éviter, c'est le scénario zimbabwéen qui se passait dans les années 2000 ou le scénario turc. Pourquoi ? Avec une politisation aussi des institutions financières comme la Banque centrale politisée peut créer d'énormes problèmes. Présentement, ce qui se passe aux États-Unis, nous avions au mois de décembre passé le cas de Donald Trump avec Jerome Powell qui était le président de la Fed. Quand Donald Trump a voulu qu'il joue avec le taux directeur pour influencer l'action économique, il a refusé catégoriquement, sachant que de tels scénarios n'auraient pas pu se produire en Afrique. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans des pays où l'influence politique est extrêmement importante. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est régler cette base d'abord, avant de s'attaquer à une monnaie. Surtout aussi, l'industrialisation et créer une base productive. Parce que la monnaie à elle seule n'est pas forcément une source de solution par rapport au problème. C'est juste un vecteur ou un tremplin vers une politique économique souverainiste sur lequel l'Afrique pourra s'appuyer pour faire face à ses besoins. Pour vous, d'ici quelques années, d'ici combien d'années le Sénégal pourrait penser à avoir sa propre monnaie ? Si le Sénégal devait se lancer dans une politique d'une monnaie qu'il contrôle à 100%, moi je dirais dans un délai de 5 à 10 ans. Donc tous les agrégats économiques que je viens de nommer doivent être résolus d'abord. Prenez le cas de l'endettement du Sénégal. Nous sommes à 119 ou 132% du PIB. Si on regarde le document de programmation budgétaire, on parle de 119% d'endettement, avec 68% qui est composé de devises étrangères que nous ne contrôlons pas, majoritairement des euros et des dollars américains et des yuan chinois. Donc dans ce cas de figure-là, c'est 32% de notre endettement est issu de la zone CEDEAO. Donc nous avions l'option des diaspora bonds qui ont été lancées, ou les obligations que le Sénégal a lancées difficilement pour pouvoir pallier à ce taux d'endettement-là extérieur. Mais
si on veut vraiment attaquer le corps du problème, on va s'attaquer à l'industrialisation du pays. On va s'attaquer à la transformation, la création de richesses au niveau local d'abord, avant de s'attaquer à un projet monétaire. Comment renforcer la souveraineté économique du Sénégal tout en préservant la stabilité et la confiance nécessaires au développement? Déjà, il faut s'attaquer au corps du problème. Déjà, les vecteurs ou les moyens de paiement. Savez-vous qu'il y a un système qui s'appelle SWIFT, qui est le système de messagerie qui relie plus de 11 000 institutions financières à travers le monde. Savez-vous que la Russie, en 2014, une fois que l'annexion de la Crimée a été faite, a été sous sanction et la Russie s'est retrouvée du jour au lendemain coincée à ne pas pouvoir commercer avec l'étranger. Et ces sanctions ont été durcies en 2022 avec la guerre en Ukraine qui a eu lieu. Donc les Russes se sont retrouvés du jour au lendemain sans pouvoir faire un paiement. Savez-vous que le système SWIFT est basé à Bruxelles, mais contrôlé par les États-Unis. Ce qui fait que si un pays est sanctionné par les États-Unis avec l'effet de l'extraterritorialité du dollar, ce pays-là sera éjecté partiellement du système de paiement mondial. Donc, pensez-vous que le Sénégal soit prêt là-dessus? Non. Donc, sur ce livre-là, je parle aussi des cas d'école sur lesquels le Sénégal peut se baser, notamment avec le système. Dis donc, t'as l'air... Qui sont lancés comme la Chine, qui a lancé son système de CIPS, Chinese Inter-Payment Messaging System. Il y a aussi le système de MIR qui remplace Visa et Mastercard qui a été mis en place par les Russes. Donc, c'est des choses comme ça sur lesquelles il faudrait que nous travaillions d'abord. L'autre chose aussi, c'est qu'un des préalables qui sont extrêmement importants chez nous, c'est le taux de bancarisation qui est extrêmement faible au Sénégal. Savez-vous que le taux de bancarisation strict au Sénégal est de 22,4%. Ça veut dire que si on prenait les adultes qui ont un compte bancaire traditionnel, c'est 22%. Si on prend la tranche d'âge de 15 à 22%. Aucune monnaie ne pourra tenir sans pour autant qu'on règle ce problème-là. Et un autre préalable aussi qui est extrêmement important, c'est avoir une banque centrale qui pourra jouer pleinement son rôle avec une certaine autonomie pour pouvoir mener ce qu'on appelle la politique monétaire. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir une monnaie sans avoir une politique monétaire que vous contrôlez vous-même. Parce que cette banque centrale-là va devoir jouer avec ce qu'on appelle l'inflation. C'est une augmentation généralisée des prix. Il faudra aussi que nous créons la question de la confiance dont vous faites allusion d'ailleurs. Et la confiance, elle est multiforme. Il y a la confiance locale de nos populations sénégalaises qui feront face à cette monnaie-là. Il y a aussi la confiance internationale du côté de nos partenaires, des institutions financières internationales et aussi des pays partenaires avec lesquels nous allons commercer. Ça, c'est un des préalables. Et pour gagner cette confiance-là, il est extrêmement important d'avoir un panier de devises suffisamment conséquent pour faire face à nos importations. Dans mes préconisations, je dis que le Sénégal devrait se donner minimum 12 à 18 mois d'importation en panier de devises, c'est-à-dire avoir des devises étrangères qui feront face à nos besoins en importation, tout en lançant la machine productrice de sorte à pouvoir produire localement pour pallier à nos besoins et limiter notre balance commerciale qui est déficitaire et qui va impacter notre balance des paiements. Très bien. Si on fait un petit focus sur la dette publique, l'industrialisation, la transformation numérique et l'intégration africaine, à quel point ça constitue des défis importants pour le Sénégal et l'Afrique actuellement? Tout d'abord, le virage actuel du monde, ça donne effectivement des défis, mais ça nous donne aussi une occasion pour que l'Afrique puisse s'affirmer. Déjà, nous voyons de nouvelles organisations internationales qui émergent à l'image des BRICS+. Nous voyons aussi l'OCS, qui est l'organisation de la coopération de Shanghai. Il y a aussi le G7 qui a toujours été là et le G20 aussi. D'ailleurs, l'Union africaine a un siège maintenant sur le G20. Tout ça, c'est des perspectives qui nous donnent l'occasion de nous affirmer. Maintenant, il faudrait que nous faisions des travaux de fond et dépasser l'aspect de slogan et l'aspect de proclamation, parce qu'une autonomie, un souverainisme ne se proclame pas. Ça s'affirme avec les agrégats économiques sur lesquels on mettra en place. Donc, ces pays africains doivent dès à présent commencer à travailler sur ces points-là. Déjà, il y a un système PAPSS, qui est le Pan-African Payment and Settlement System, qui essaie difficilement de mettre en place un système de messagerie de paiement. Pourquoi? Parce que si on est dans le terre-à-terre, si une institution financière veut faire un virement bancaire vers un autre pays, ça passe par un système de paiement qu'on appelle des systèmes de transfert de messagerie bancaire. D'ailleurs, celui dont je parlais tantôt est le système SWIFT, qui est basé à Bruxelles, à Belgique. Donc, c'est des choses sur lesquelles qui sont basées uniquement sur la sécurité informatique, sur des programmes informatiques, mais en même temps aussi, il faut que ça gagne de la confiance pour que les institutions financières puissent se rallier. Le système SWIFT
l'AFIF relie présentement plus de 11 000 institutions financières. Et le système qui a été mis en place par les Russes relie présentement 1400 institutions financières. Et c'est un système qui a été mis en place à partir de 2014. Vous voyez que sur 12 ans qu'ils ont pu mettre en place ce système-là. Et en même temps aussi, il faut savoir que les Chinois sont en train de mettre en place des systèmes pour internationaliser leur yuan, qui est le renminbi. Nous assistons présentement à de nouvelles émergences financières à travers le monde et nous voyons aussi que l'économie mondiale est en train de faire une réorientation vers l'Asie du Sud-Est. Avant, c'était les Occidentaux qui dominaient le monde économique. Présentement, savez-vous que plus de 50% de la production mondiale se trouve en Asie, plus de 40% du PIB mondial se trouve en Asie. Donc il y a une réorientation économique qui se fait et l'Afrique doit profiter de l'occasion pour pouvoir s'affirmer en même temps aussi et profiter de ces turbulences géopolitiques-là. Par contre, ça ne veut pas dire que l'influence occidentale est dépassée. Non. Vous savez, dans les années 2000... Ils sont en train de se réinventer. Exactement. Dans les années 2000, nous avions les paniers de devises des banques centrales ou les réserves de devises des banques centrales étaient composées à plus de 71% de dollars américains. Pourquoi? Parce que c'était la monnaie du monde. C'était la monnaie sur laquelle se négocient la plupart des denrées au niveau international. Présentement, en 2025, selon les estimations de la FMI, du FMI du moins, c'est passé à 59%. Ça veut dire que les banques centrales se ruent plus vers l'or. D'ailleurs, c'est pourquoi nous voyons dans les marchés que l'or est fortement apprécié dernièrement. Donc ça montre que les banques centrales sont en train de diversifier leurs actifs. Donc nous devons profiter de ces occasions-là pour nous affirmer, nous aussi, en tant que pays africains. Côté industrialisation, si le Sénégal devait s'y lancer à fond, quels sont les secteurs qu'il faudrait promouvoir le plus pour industrialiser le Sénégal? Déjà, moi, dans mes écrits, dans mes deux livres, la plupart de mes préconisations, c'est d'aller dans ce qu'on appelle les industries légères avant de se lancer dans la complexité. C'est exactement le même modèle qu'avait fait la Corée du Sud. Figurez-vous que la Corée du Sud, dans les années 80, était sur le plan économique inférieur à la Côte d'Ivoire, qui est juste notre voisin. Présentement, où est la Corée du Sud, où est la Côte d'Ivoire? Donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait au départ? C'était se lancer dans une industrie de textile ou tout ce qu'on appelle les industries légères. Tout ce qui peut se faire sans une technologie avancée. Ensuite, progressivement, se complexifier. Une fois que les parts de marché sont acquis, localement, on va essayer de mettre en place des stratégies d'exportation. Moi, ce que je recommande, c'est déjà utiliser tous les leviers à notre disposition. Premièrement, essayer d'avoir des synergies avec nos partenaires ouest-africains au sein de la CEDEAO ou au sein de l'UEMOA, ou bien même au sein de l'Union africaine. Déjà, ça c'est déjà une première chose, avoir des industries complémentaires avant de se lancer dans les exportations vers les pays, vers d'autres pays. L'autre levier dont nous disposons, dont nous n'exploitons pas profondément, c'est la titrisation et le système des bourses pour investir dans l'activité économique. Oui. On a aussi l'accès au crédit qui est extrêmement difficile avec la rigidité du franc CFA. Le franc CFA nous donne quand même une certaine stabilité face à l'inflation. Par contre, c'est une politique monétaire qui est extrêmement rigide. Pourquoi? Parce que le franc CFA, avec la parité fixe avec l'euro, est artificiellement apprécié, ce qui limite notre capacité d'exportation et ainsi ça impacte notre balance commerciale. La titrisation, figurez-vous que les 7 Magnificent, c'est les 7 entreprises les plus les mieux cotés en bourse aux États-Unis font équivalent de 18 900 milliards de dollars à date de janvier 2025. C'est énorme. Ça dépasse tout le PIB de tous les pays africains réunis. Ça veut dire que moi, par exemple, avec mon téléphone, je peux me lever le matin et acheter des titres de Meta, des titres d'Amazon, des titres de n'importe quelle entreprise américaine qui est titrisée ou inscrite au New York Stock Exchange. Pendant ce temps-là, au Sénégal, nous avons 2 grandes entreprises qui sont cotées en bourse. C'est la Sonatel. Il y a aussi la banque BOA, qui sont cotées à la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Ça veut dire que nos entreprises sénégalaises qui ont du potentiel à exploiter n'exploitent pas forcément cette manne financière-là et notre système bancaire est extrêmement... Donc c'est carrément au niveau des marchés financiers, les obligations, la titrisation, ces outils financiers-là restent encore de façon générale sous-exploités en Afrique de l'Ouest. C'est des outils qui sont extrêmement importants, qui permettent aux entreprises de pouvoir s'autofinancer ou bien de se financer à partir de du lancement d'actions. Parce que vous avez une entreprise à 2 options. Une grande entreprise, il peut avoir des obligations. Obligations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prêtez de l'argent à l'entreprise, ce que l'entreprise est tenue de vous rembourser par la suite. Ça, c'est exactement ce que fait l'État sénégalais présentement après ces diaspora bonds ou ces systèmes de marché obligataire. Maintenant, l'entreprise peut
pouvoir vendre des actions. Vendre des actions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise est segmentée en petites portions qu'on appelle une action qu'on vend. Ça veut dire que la personne qui achète l'action est porteur d'une part de l'entreprise quand même à risque. Pourquoi? Parce que si l'entreprise fait faillite, la personne pourra perdre son investissement, sauf que si l'entreprise est appréciée ou bien fait des bénéfices, une part lui revient en dividende. Et un des exemples que je donne souvent qui permettent de savoir que les pays africains, pour revenir à votre question précédente, n'exploitent pas assez leur potentiel. J'ai été en Chine il y a quelques mois de cela. J'ai été dans une ville qui s'appelle Guangzhou et il y a ce qu'on appelle le Beauty Market of Guangzhou, c'est-à-dire le marché de beauté de Guangzhou. Figurez-vous que c'est un marché qui fait un PIB de plus de 13 milliards de dollars par année. Et la majorité de leur clientèle vient de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'ils vont vendre? Qu'est-ce qu'ils vont acheter là-bas? Ils vont là-bas pour acheter des produits capillaires, des produits de beauté, des produits cosmétiques. C'est une industrie légère. C'est une des industries qui aurait pu être mise en place ici en Afrique de l'Ouest, de sorte à ce que toute cette exportation-là, tout ce que nous perdons en devises vers ces pays-là puisse être produit localement. Ça va générer des emplois, ça va limiter notre balance commerciale et ça va limiter notre perte de devises. Et en même temps aussi, ça va créer un écosystème économique et productif localement. Merci infiniment, Mamadou Lamine Faye, d'être passé dans Soir d'Info. Vous êtes expert en finance internationale et vous êtes également l'auteur de l'ouvrage Sénégal et souveraineté monétaire, enjeux stratégiques à l'ère du multipolaire. Merci d'être passé dans Soir d'Info. Merci beaucoup Jean-Paul, de plaisir partagé. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de la télévision Futur.